nous demander de parler du manifeste de Lancelot. Moi, je crois que c'est criminel de parler du manifeste de Lancelot. Au moment où il y a une catastrophe naturelle, nous ne pouvons pas ignorer ça. Ce qui se passe à Goma aura des répercussions sur la ville de Bukavu, textuellement, comme ce qui s'est passé au Rwanda en juillet 1994 a eu des répercussions sur Bukavu. Lorsqu'il y a eu le troisième grand trek, c'est-à-dire des Rwandais quittant le Rwanda pour se déverser sur Bukavu, ça a eu des conséquences. Le premier grand trek des Rwandais sur Bukavu, c'est en 1959. À ce moment-là, c'est les Tutsis qu'on chasse. Et en 1962, c'est encore les Tutsis qu'on chasse. En 1994, c'est les Hutus qu'on chasse. Actuellement, voilà, Nyiragongo est en train de chasser tous les sacrilèges qui ont osé construire au pied de Tchaninaongo. Tchaninaongo signifie la mère de Dieu. Ne construisez pas à côté d'une colline à partir de laquelle le bon Dieu manifeste sa toute puissance. Lisez le livre de Gervais Bahizi qui a comme titre « Les Bahunde au pied du volcan ». Les Bahunde n'habitaient plus aux environs de Tchaninaongo. Ils se sont déversés vers Massissi parce qu'ils savent que à n'importe quel moment, Wongo, qui signifie Dieu en Kiwunde, peut manifester sa toute puissance. Ceux qui ne le savent pas ont construit aux environs de Tchaninaongo. Ils ont même commis les crimes de construire des maisons à étages. La maison à étage est considérée philosophiquement comme le babélisme. Dieu nous donne la planète Terre et nous décidons de vouloir aller le rejoindre là au ciel. Nous construisons la tour de Babel. Au moment où nous parlons, on vous dira qu'à Goma, ceux qui sont là, tranquilles, habitent des maisons basses, mais ceux qui habitent des maisons à étages sont angoissés. Je vous conseille de ne pas construire des maisons à étages. Parce que construire une maison à étages, c'est défier le bon Dieu. Contentons-nous de la planète Terre qui nous a donné Jésus Likolo Bisonance. C'est ce que Emile Soki avait chanté. Jésus Likolo Bisonance. J'espère qu'après cette parenthèse sur le Nyiragongo, l'éruption qui se déroule régulièrement tous les 25 ans, et je vous informe que il y a eu éruption le 17 janvier 1977. Et 25 ans exactement après, le 17 janvier 2002, il y a eu éruption. Il y aura une autre grande éruption. Celle que nous vivons là n'est que l'échauffement. Il faut vous imaginer que c'est Cristiano qui est en train de s'échauffer. Il n'a pas encore commencé à tirer des coups francs. Mais le 17 janvier 2027, si vous avez construit à Goma, Bokolera. Merci. C'est l'introduction. Si vous voulez quelqu'un se mettre à slammer. Je présume que vous êtes occupé à viser la mangeoire. D'ailleurs, vous vous demandez, mais quels alizés nous ramène un homme si noir? Ce n'est peut-être pas à vous que mes mots s'adressent. Je ne suis qu'un facteur qui a perdu son adresse. Je viens de là, j'ai franchi de murs quelle tendresse. Et puis les futurs m'agressent, mes mots sont sans tendresse.
J'en dis rien à l'exact, c'est une simple présomption. Et si je refuse de mener ces actes, c'est par simple précaution, de savoir si nos vies restent intactes à ces temples oppressions. D'ailleurs, je refuse de signer ces pactes par les sangs de mon peuple sous pression. Si le ciel est couvert, c'est qu'une bourrasque et c'est l'évidence. Et je présume que les tonnerres et la foudre s'apprêtent à la danse. La nature nous façonne des personnes qui se fractionnent et se rationnent. Elle cautionne la haine qui fonctionne et sonne. C'est un trou noir où le plus fort a les pouvoirs à pourvoir. C'est un couloir où l'on n'a plus tort à se mouvoir à son vouloir. C'est une bouilloire où l'on n'a plus assez pour boire. Parce qu'ici, la gloire se donne au prix du pourboire. On se débrouille à bâtir le personnel, mais on se dépouille et la patrie en personnel. D'abord, on essaie d'être solidaire parce que l'union fait la force. Mais désolé, ici on se retrouve solitaire parce que l'union fait la farce. Chez nous, c'est une solidarité des solidarités. Tu l'as croisé au quotidien dans tes routines. Tu lui as passé la main, elle est venue dans tes coutumes. Merci. Bravo, bravo. Dans notre pays, on célèbre rarement l'anniversaire des livres. Je vais vous prouver qu'il est indispensable de célébrer l'anniversaire de certains textes. La fois passée, nous étions assis ici et je vous parlais de femmes célèbres. Eh bien, je vais vous parler de quelques textes célèbres. En 1604, et Manikongo, un roi de l'ancien royaume du Congo, il s'appelle Alvar II, il a envoyé un ambassadeur au Vatican et il lui a confié des instructions que cet ambassadeur-là devait remettre au pape Clément VIII. Ces textes-là existent. L'ambassadeur en question est arrivé à Rome, je crois, le 4 janvier 1608. Le voyage a duré 4 ans. Il est arrivé à Rome le 4 janvier 1608 et il est mort le 6 janvier 1608. Mais il avait remis les textes de son Manikongo au pape Paul V. Parce que le pape Clément VIII était déjà mort entre-temps. Ça, c'est un texte dont nous devons célébrer un anniversaire. Vous ne le connaissez pas. Vous savez pourquoi vous ne le connaissez pas? Eh bien, parce que nous sommes dirigés non pas par des hommes de science, mais par des hommes politiques. Et parce que vous ne savez pas c'est quoi la politique. Quand vous allez à la faculté de sciences politiques, sociales, économiques, ou sciences politiques et administratives à l'IOB, on vous définit la politique, on dit beaucoup de choses que je n'ose pas répéter. Voici ce qu'on appelle politique. La politique est un procédé par lequel des hommes sans prévoyance dirigent des hommes sans mémoire. Vous avez suivi? Des hommes sans prévoyance dirigent des gens sans mémoire. Moi, je voudrais que vous puissiez avoir la mémoire de certains textes historiques de notre pays. Par exemple, ces textes-là, les instructions du Manikongo Alvar II, que l'ambassadeur nègre Mukongo, il s'appelle Antonio Manuel Nevunda, devait remettre au pape Clément VIII. Vous ne savez pas ça. Et vous croyez que nous sommes des hommes de rien du tout, alors que nous avons eu un ambassadeur au Vatican. Et il est mort au Vatican. Et il a été enterré
le plus solennellement possible par le pape Paul V. Et sa tombe se trouve là. Il y a un autre texte célèbre. Ça doit être sans doute la charte coloniale. Qui peut nous donner la date de la charte coloniale? Et n'oubliez pas que si vous ignorez l'histoire de ces pays, eh bien, des hommes sans prévoyance vont vous mener du bout du nez parce que vous êtes des hommes sans mémoire. La charte coloniale, elle date du 18 octobre 1908. Je ne veux pas en parler, mais je l'ai ici. Ici. Les textes constitutionnels du Congo, depuis la charte coloniale jusqu'à Mobutu. Lorsque Mobutu est parti, voici ce qu'était la Constitution. Et c'est ici qu'il est dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ici que c'est dit. Et c'est ce que le PPRD voulait maintenant nous imposer. Puisque vous êtes des hommes sans mémoire, voilà où le PPRD voulait nous amener. Les présidents de la République restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Alors vous comprenez pourquoi on retardait les élections, on retardait. Eh bien, si l'insurrection populaire n'avait pas obtenu les élections d'il y a quelques années, quelqu'un serait encore là au pouvoir et il ferait 32 ans de mandat comme Mobutu a fait 32 ans. Comment Mobutu est-il arrivé à 32 ans? Eh bien, nous allons vous le dire. Nous allons vous le dire. Je ne sais pas si vous savez que Mobutu est arrivé au pouvoir après avoir perpétré un coup d'État. C'était quelle date? C'était quelle date? Est-ce que c'est parce que vous êtes assis dans des bananeraies que vous perdez totalement la science? Le micro de ce côté-là. Le micro de ce côté-là. Sinon, je vais arriver à un monologue alors que ça ne doit pas être un monologue. Bonsoir. Je réponds au nom de Jean-Pierre Bachonga. Oui. J'estime que c'est le 24 novembre 1965. Très bien. De façon officielle. Allez. On dit Mumpigem Kono Kidogo. Bravo. Après qu'il est, ce n'est pas lui. Il y a eu beaucoup de généraux qui l'ont aidé, mais ce n'est pas lui. Le coup d'État lui a été facilité par 3 pays. Et les 3 pays sont la France, la Belgique et les États-Unis. Les pays-là auxquels vous vous fiez souvent et qu'on appelle la Troïka. Pourquoi? Parce que ces pays étaient capitalistes. Tous ces 3 pays étaient capitalistes. Parce que Kasavubu revenait de la conférence d'Accra et il voulait maintenant amener le Congo, la République démocratique du Congo, dans le groupe de pays socialistes. Alors ces 3 pays-là capitalistes, nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre froide, ont demandé à Mobutu de faire le coup d'État et il a profité de... Bon, je ne vais pas m'attarder à ça, je vais plutôt aller vers les livres. Mobutu prend le pouvoir le 25 novembre 1965.
il n'a aucune popularité. Parce qu'à Kamanyola, il s'était enfui. Oui. Quand il a rencontré les rebelles, on a tiré sur lui. Le béret rouge est tombé. Il est rentré, il a fui. Et il est parti. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire venir maintenant Tchombe pour les aider. Mais, continuons. Quand il prend le pouvoir, il se cache derrière un guerrier. Il se cache derrière le colonel Léonard Moulamba. Vous savez qu'à Bukavu, il y a une place dénommée Place Moulamba. Parce que le colonel Léonard Moulamba, c'est lui qui a vaincu les rebelles en 1964. À ce moment-là, notre gouverneur de cette province s'appelait Simon-Pierre Malago, le père de Fiston Malago. Il était gouverneur ici et curieusement, lui qui est Moufoulirou devait lutter contre ses frères Bafoulirou. Donc, lorsque Mobutu prend le pouvoir, il se cache derrière la popularité de Léonard Moulamba. Il le nomme Premier ministre. Textuellement, comme récemment ici, en 2004, il y a un général qui était très populaire ici. Comment s'appelle-t-il? Le microphone. Il y a un vaillant quelque part. Là. Oui. Il y a un général qui était très populaire ici récemment. Merci pour la question. Je réponds au nom de moi, Tibasoubi Patrick. Le général qui était populaire ici, il s'appelait Mbouzamabe. Mbouzamabe. Est-ce que vous avez déjà suivi la chanson épique qui a comme titre Mbouzamabe et qui a été jouée par un griot aveugle qu'on voyait dans les marchés ici et qu'on appelait Kontaki? Vous avez déjà suivi ça? Non, vous êtes distrait. Donc vous êtes un homme sans mémoire et des gens sans prévoyance vous mènent par le bout du nez. Bon. Mobutu prend le pouvoir. Il fait un discours le 12 décembre 1965. Un discours qui est applaudi par tout le monde. Je vous informe que quand il a pris le pouvoir, tout le monde était content. Tout le monde était content. Parce que nous vivions à cette époque ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez ce que nous vivons aujourd'hui? Combien de provinces avons-nous dans le pays? 25. Eh bien, en 1965, il y avait 21 provinces. Et chaque gouverneur était roi chez lui. On appelait cela des républiquettes. Je vous donne l'exemple d'un gouverneur. Il s'appelle Jean-Faustin Manzikala. Il était gouverneur de Kibali-Touri. Vous savez ce que faisait Manzikala? En tant que gouverneur, il pouvait prendre quelqu'un. Il l'attache sur le porte-bagages de sa voiture. Et il circule avec lui, il boit, et vous, son opprimé, vous restez attaché sur le porte-bagages de sa voiture. Ici, chez nous, au sud Kivu, au temps des provinces 7, le gouverneur qui s'appelait Dieudonné Bodji. Dieudonné Bodji, c'est le père de Mebodji Sangara. Il pouvait payer aux gens un tiers de leur salaire. Et on a surnommé son gouvernement de un tiers.
Ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont pires que Bodji. Pourquoi? Parce qu'ils ne paient même pas un tiers. Vous comprenez les méfaits de ce qu'on appelle les provinces. Hein? Quand il y a beaucoup de provinces, il y a ce qu'on appelle mosaïque de pouvoir. Il n'y a pas unité de commandement. Chacun est maître chez lui et il fait ce qu'il veut. Le coup d'État de Mobutu avait mis fin à cette mosaïque de pouvoir. C'est ce qui va le rendre populaire. Et puis, il va prendre le programme de l'UGEC, Union des étudiants, Union générale des étudiants congolais, et il aura l'appui des intellectuels de cette époque. Et le 30 juin 1966, pour se rendre encore plus populaire, il va proclamer Lumumba héros national. À ce moment-là, il a tout le monde derrière lui. Nous sommes dans ce qu'on appelle la belle époque. Il n'y a plus de guerre. Les gens vivent et c'est la période où on compose de la belle musique. De la belle musique. C'est la période où les Rochereau, les Joseph Kabasele, les Franco, ils vont commencer à briller. Ça s'appelle la belle époque. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la belle époque parce qu'il y a la guerre, nous ne pouvons pas jouir, nous sentons que rien ne va à Béni, nous ne sommes pas heureux. Mais dès que Mobutu était arrivé, il n'y avait plus la guerre, les gens pouvaient circuler librement, les slameurs pouvaient slammer et les musiciens composaient tout ce qu'ils pouvaient. J'ai fait jouer une pièce intitulée Les combles du mal, j'ai eu des ennuis. Là, à Inongo. Mais les jours où j'ai quitté Inongo pour aller à Kinshasa, les gens ont cru que c'était pour aller me faire arrêter. Mais non, c'était pour faire mécaniser mon salaire parce qu'à Inongo, on me considérait comme un homme qui se voue à la construction de son pays, un homme qui enseigne. À Bunia, c'était la même chose. Voici un exemple. À Bunia, j'encadrais une équipe de football, les Vijana. Je faisais jouer des pièces de théâtre. Et c'est à cause de ça qu'on m'avait nommé secrétaire académique à l'ISP de Moujima. Parce que sous Mobutu, on suivait chaque homme. Ceux qui méritaient, on les nommait. Ceux qui ne méritaient pas, on ne les nommait pas. Quelqu'un qui s'appelle Gaston Kisanga, ingénieur agronome, il vit à Lemba, dans les camps des mariés, des étudiants mariés. Il se promène sous le soleil de Kinshasa, dans le sable, et quand il arrive chez lui, il trouve un attroupement. Pourquoi? Mobutu venait de le nommer ministre des Transports. Pourquoi? Parce qu'il méritait. Parce qu'il méritait. Sous Mobutu, on surveille. Un tel travaille correctement, on le nomme. Vous êtes chez vous, on vous nomme, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que vous travaillez correctement. Et je vais vous lire un autre. C'est celui-là qui va vous intéresser. Parce que vous êtes des jeunes gens. Vous allez comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. La valeur d'un pays se mesure au coefficient intellectuel de sa population. La valeur d'un pays se mesure au coefficient intellectuel de sa population. Je ferme le livre et c'est le sujet principal pour lequel je vous ai fait venir ici. Sous la colonisation, l'enseignement était gratuit de l'école maternelle jusqu'à la thèse. Sous Kasavubu, l'enseignement était gratuit de l'école maternelle jusqu'à la thèse.
chaque Congolais, où qu'il se trouvait, que ce soit à Moscou, que ce soit à Tokyo, il était boursier du gouvernement congolais. Moi qui vous parle, quand j'ai terminé mes études secondaires ici au Collège Saint-Paul, il m'a suffi d'écrire une demande d'inscription à toutes les universités congolaises. Il y en avait 3. Comme elle tardait à me répondre, j'avais envoyé aussi une demande à l'université officielle du Burundi. La réponse de l'université officielle du Burundi est arrivée. Je suis parti ici à la porte. Il y avait un bureau qu'on appelait réservation d'avion. On m'a donné un billet pour aller au Burundi. Moi, fils d'un paysan. Je me suis embarqué à Kamembe parce que l'aéroport de Kavumu n'existe pas. Et à bord de l'avion où je me suis trouvé, c'était un petit porteur. Il y avait un monsieur et une dame. C'était la première fois que je voyageais par avion. Je n'avais pas le stress et je ne savais pas qu'il pouvait tomber. Eh bien, quand nous atterrissons à Bujumbura, le monsieur qui se trouvait, d'abord quand on était en l'air, le monsieur qui se trouvait là avec sa femme, il me pose la question, jeune homme, où est-ce que vous allez? Je lui dis, je vais à l'université officielle du Burundi. Et puis, c'est fini. Quand nous atterrissons, monsieur descend avec sa femme, il me prend comme ça. Et il dit, ces garçons font partie de ma valise diplomatique. Et il commence à partir avec moi. Pas de formalité. Vous savez c'était qui? L'ambassadeur de notre pays au Burundi, Simon Pierre Chimbalang. Et quand je suis arrivé, je suis allé chez lui. Vous comprenez? Et de là, quand on a fait le coup d'État au Burundi, que j'ai décidé de quitter le Burundi, en décembre 1966, aux frais de l'État congolais, j'ai pris un avion Air Congo et j'ai débarqué à Kinshasa, où on m'a accueilli à l'université Lovanium, aux frais de l'État. Aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui, on prépare la ruine de l'État congolais. J'ai du mal à comprendre comment vous pouvez aimer un État qui ne se préoccupe pas de vous. Nous, quand l'État congolais est attaqué, oui, quand l'État congolais est attaqué, lorsque Scram a pris la ville de Bukavu en 1967, quand Scram a pris la ville de Bukavu en 1967, tous les étudiants de Kinshasa sont partis au Mont Ngaliema demander à Mobutu de les enrôler pour qu'ils viennent combattre ici. Pourquoi? Parce que nous aimions notre pays, nous ne pouvions pas accepter qu'un étranger mercenaire puisse l'agresser. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une rébellion quelque part, vous savez qui sont les premiers à s'inscrire là-dedans? Les étudiants. Parce que l'État ne s'occupe pas d'eux. Ce n'est pas joli. L'enseignement est gratuit. Pourquoi l'enseignement devient gratuit sous Mobutu? Parce que il y a une espèce d'association patriotique qui avait préparé l'avènement du MPR qu'on appelle le CVR, Corps des volontaires de la République, qui avait tenu son séminaire et qui avait
émis le principe que l'enseignement doit être gratuit à tous les échelons. Vous savez pourquoi l'enseignement n'est plus gratuit aujourd'hui? C'est simple. Jusqu'à 1990, 24 avril 1990, il n'y avait qu'un seul parti au Congo, les MPR. Tous les jeunes gens du Congo appartenaient au parti MPR. Ils étaient embrigadés dans une association qu'on appelle la JMPR. Et le MPR faisait des efforts pour scolariser tous ces jeunes gens. Vous comprenez? En fonction du principe selon lequel la valeur d'un pays se mesure au coefficient intellectuel de sa population. Aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de partis, aucun parti ne peut scolariser tous ces jeunes. Est-ce que l'AFDC peut scolariser tous ces jeunes gens? Impossible. Avec quel argent? L'UDPS peut-il scolariser tous les jeunes gens affiliés à l'UDPS? Non. S'il commence à le faire, le PPRD va dire, vous détournez l'argent. Si le PPRD commence à scolariser aux frais de l'État tous ces jeunes gens, l'UDPS va dire, vous détournez l'argent. Vous voyez l'importance d'un parti unique? Eh bien, il peut être dictatorial, mais comme il y a unité de commandement, comme il n'y a que celui qu'on appelle Tata Moko, n'est-ce pas? Mokonzise Moko, eh bien, ces chefs-là décident. Tous seront scolarisés aux frais de l'État. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que s'il y a eu un incendie à l'ISP, c'est le résultat de quoi? Du fait qu'il n'y a plus gratuité. Chaque chambre de l'ISP là était une chambre individuelle. Un seul étudiant. Quand vous mettez... Et chaque étudiant, à notre époque, chaque étudiant était nourri par l'État. Nourri 3 fois. Le matin, midi et soir. L'étudiant qui refusait de prendre le repas à son campus, on disait, il est jocoleur. Il va manger dans des restaurants de rien du tout. C'est-à-dire, il va dans un restaurant tenu à Kinshasa par Joël et Colette, chez Jocol. Allez chez Jocol. Il y avait un restaurant à Kinshasa tenu par le couple Joël et Colette. Jocolé, c'était aller manger chez Jocol. Et celui qui mangeait chez Jocol, on l'appelait un jocoleur. Un étudiant qui veut économiser son argent, au lieu de dépenser 7 makuta par jour, il dépense peut-être 3. Le repas de midi, je crois, il coûtait 5. Non, voyons. En tout cas, c'était 7 makuta par jour. Et je vous informe que sous Mobutu, un casier de bière coûtait 7 makuta. Non, 7 makuta. Un Zaïre valait 100 makuta. L'étudiant boursier du gouvernement congolais, donc le moins payé, avait 8 Zaïre. Donc, il pouvait se payer autant de casiers qu'il voulait. Quand nous étions étudiants sous Mobutu,
nous descendions à Yolo, au club 53. On trouvait le ministre des Affaires étrangères là, Justin Marie Bomboko, en train de conjuguer le verbe draguer. Et nous aussi, on pouvait draguer et le désarmer, comme on dit, prendre son produit viandé. Parce que même s'il prenait le produit viandé, qu'allait-il lui donner de plus que nous? Si vous donnez un produit viandé, Esaïe, c'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, pourquoi Esaïe peut être 20 makuta ou 50 makuta? Sous grâce au manifeste de l'encelé, maintenant ce sont les méfaits, hein? Les méfaits. Sous Mobutu, on chantait Topesa qui s'incarne Mobutu. Non, on ne les lui a pas donné. Lui-même, quand il a pris le pouvoir, il a dit, nous les militaires, nous allons rester au pouvoir pendant 5 ans. Et après 5 ans, nous allons remettre le pouvoir aux civils. 5 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est porté candidat. Il a été élu. Il a été élu pour combien d'années? 7 ans. Sous Mobutu, le mandat du président était de 7 ans. Donc, élu en 1970, il va rester au pouvoir jusqu'en 1977. En 1977, il se représente encore comme candidat. Il est élu pour un mandat de 7 ans et il devient président jusqu'en 1984. En 1984, les Congolais, les Zaïrois disent il a beaucoup travaillé. Quand il a pris le pouvoir, il n'était que colonel. Maintenant, nous allons le proclamer maréchal. Il a été proclamé maréchal. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que les Congolais étaient devenus? Ils ne faisaient plus qu'adorer Mobutu. Mobutu rentre de Chine et le gouverneur Njoku Eyobaba de Kinshasa lui dit, pour l'inviter à faire un meeting, Njoku Eyobaba, gouverneur de la ville de Kinshasa, il dit, Yaka kosopela banana yo, ozali lokola Salomon, ozali lokola Yesu. C'est comme ça que ça avait commencé. Yaka kosopela banana yo, ozali lokola Salomon, ozali lokola Yesu. Et à partir de ce jour-là, on va chanter tout ce que vous savez là. On va passer dans Topesa ki 5 ans à Mobutu. Tobakisi 7 ans à Mobutu. Bokusu kisa 100 ans Tomotombeli. 100 ans. Qu'il reste président 100 ans. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Parmi les présidents qui nous ont déjà dirigés, aucun n'a fait ce que Mobutu a fait. Aucun. Ouais, personne n'a fait 32 ans. Non. Vous pouvez faire 32 ans et ne pas réaliser ce que Mobutu a fait. Mobutu est président en 1965. Mais déjà en 1967, une équipe congolaise, le tout-puissant Englebert Mazembe, devient champion d'Afrique. Vous pouvez faire le bilan et voir ceux qui lui ont succédé. Est-ce qu'après Mobutu, nous sommes devenus champions facilement d'Afrique? Non. En sport, en 1968, Mobutu, qui a déjà débaptisé l'équipe nationale, lui a donné le nom de Léopard. Pourquoi? Parce qu'en 1966, il a osé
a appelé ici l'équipe du Ghana pour qu'elle vienne jouer contre la nôtre, les Lions. Eh bien, vous savez ce que les Ghanéens de Kwame Nkrumah avaient fait? Ils driblaient, ils marquaient des buts comme ils voulaient, et puis ils venaient avec les ballons devant la corbeille, devant Mobutu, ils s'asseyaient sur les ballons. Oui, ils dribblent tout le monde, et puis après avoir marqué, ils viennent s'asseoir sur les ballons. Parce que Nkrumah, à ce moment-là, la Coupe d'Afrique portait le nom de Kwame Nkrumah. Et les Ghanéens, les Black Stars, devaient chaque fois gagner cette coupe. C'est alors que Mobutu aussi va faire venir les quelques sportifs, footballeurs qui existaient dans les pays comme la Belgique, et il va former les Léopards qui deviendront champions d'Afrique en 1968, conduit par un entraîneur congolais, Emmanuel Elonga Mali Mazungu. Il a été mon entraîneur en athlétisme à l'université. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel entraîneur prendre. On va chercher des entraîneurs étrangers. Jusqu'en Argentine. Quelqu'un qui viendra, qui ne saura même pas en quelle langue s'exprimer. Eh bien, nous vous informons que la première fois que nous sommes devenus champions, l'entraîneur était un Congolais. C'est lui qui s'occupait de sport à l'université Lovanium. Il a été mon entraîneur en athlétisme. Je vous informe aussi que lorsque Mazembe est devenu champion pour la première fois en 1967, son président, c'était le recteur de l'université officielle du Congo, le professeur Ngoma, le premier sociologue de ce pays. Aujourd'hui, les équipes sont abandonnées à des semi-lettrés. Les États ne s'en occupent pas. Non. Et je vous informe que quand les équipes devaient jouer la Coupe du Zaïre, c'était aux frais de l'État. Mungano va jouer contre Mazembe en 1979. C'est moi qui suis le coach de Mungano. Nous prenons l'avion à Kavumu, Fokker. Nous arrivons à Goma. Nous prenons un DC-8 et nous arrivons à Lubumbashi aux frais de l'État. Aujourd'hui, que deviennent les équipes orphelines? Et si on s'aimait? Pas comme copain, copine, mais que l'amour dans les rues, on s'aimait. Et si on s'aimait? Comme les points de même ensemble l'on vivait. Toutes les figures l'on formait. Cercle, triangle, oh, mais que dis-je? Paix, joie, liberté, l'on se donnait. Et si on s'aimait? La guerre l'on bannissait, les crimes l'on crucifiait, l'injustice l'on supprimait, la haine l'on haïssait. Et si on écoutait un peu plus notre cœur, un peu moins notre peur, un peu plus notre frère, et si on comprenait la quintessence de ses conseils, si seulement on savait que les amis sont de merveilles. Et si on dansait comme nos aïeux au rythme de nos tambours, écoutant nos troubadours, faisant de mimes mes mots sourds. Et si on chantait, pas comme Dadj ou Fally Ipupa, encore moins Rihanna, mais au très haut nos louanges. Et si on adorait comme les anges? Et si on grandissait? À la place des autres, l'on se plaçait. Et si on agissait sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos vies, pour que l'on sache assez ici-bas comment l'on vit, comment l'on survit? Et si on voyait qu'on a le même cœur, vu qu'on a le même sang, qu'on est tous humains, vu qu'on vient du même sein, qu'on a le même yeux, vu qu'on a le même père, qu'on a le même corps, vu qu'on a la même sueur. On a tous une vie, on a tous une mort, personne n'en a deux. Alors, si on ne se met pas, on aurait tort. Merci.